Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 471 du podcast Touchdown Actu. Alors Mathé, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. À mes côtés, cette semaine, il s'échauffe la mâchoire. Lucas Vola est avec nous. Bonjour Lucas. Salut messieurs, salut tout le monde. Ouais, je m'échauffe la mâchoire parce que je vais parler un petit peu du nez. Je m'en excuse d'avance. Ah, c'est pas moi cette semaine. Ça fait du bien. Bon, ça va, pas trop grave? Non, ça va. Le Covid. D'ailleurs, tous ceux qui écoutent ce podcast sont désormais cas contact. Désolé. Ah oui, c'est vrai, t'es Covid. Ouais, mais ça va, tout va bien. Ah, et ça doit être la première fois qu'on enregistre une émission avec quelqu'un qui a le Covid, genre pendant l'émission. Enfin, en tout cas, de ce qu'on sait, quoi. C'est ça que je veux dire. Peut-être des fois on l'avait, on savait pas. Raphaël Masmejean est négatif. Bonjour Raphaël. Salut, peut-être pas, je sais pas. Tu sais, avec le nouvel an, on n'est jamais trop sûr. Hein. Ah, c'est vrai, je me suis pas testé après coup. Tu me mets le doute. Bon, non, mais moi, parce que j'avais eu des symptômes avant de Noël, je crois. Je me suis mis 2 fois les bâtons dans le nez et j'étais négatif à chaque fois. Donc, écoute, pour l'instant, je continue. Je suis toujours invaincu en 2 ans et demi. Bah pareil, on croise les doigts. En tout cas, en test, parce que j'ai jamais été vraiment souvent testé. Donc, bon, bref. Allez, cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers et accessoires des plus grandes marques, mais aussi des maillots NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe. Messieurs, on va parler de Bengals magiques, de Titans incassables et de Cardinals qui gagnent à nouveau une très belle semaine à débriefer à partir de maintenant. What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go! Bengals 34, Chiefs 31, c'était la grande affiche de la semaine. On a eu de la chance, d'ailleurs en France, elle était à 19h. Ça a été un festival. Les Bengals sont champions de la division AFC Nord. C'est quand même la plus grande nouvelle de ce match. Pas sûr qu'on s'y attendait si vite pour cette équipe avec Joe Burrow et Ja'Marr Chase en tête, en meneur, on va dire. Mais ils n'ont pas le temps. Ils sont déjà champions AFC Nord. Ils étaient menés 14-0 dans ce match. Et puis Ja'Marr Chase est arrivé, 11 réceptions, 266 yards, 3 touchdowns, un match superbe où les deux équipes se sont rendues coup pour coup et les Bengals ont eu le dernier ballon, ils gagnent sur un field goal à la dernière seconde. Est-ce que c'est la naissance d'une grande équipe ou est-ce que je m'emballe dans le lyrisme? Raphaël, je vois que tu souris. Je sais pas si c'est la naissance d'une grande équipe. En tout cas, ça peut être la première pierre à quelque chose de vraiment intéressant. On l'a déjà dit un peu toute la saison, mais il y a un corps de jeunes joueurs dans cette équipe. Hein. Mixon, Chase, Burrow, Higgins, Boyd, tout ça, c'est moins de 26 ans. En défense, il y a aussi des jeunes joueurs à l'image d'Hendrickson, etc. Et sur les autres postes. Donc clairement, il y a de la jeunesse à tous les niveaux, de la jeunesse qui performe déjà en deuxième saison, année de reconstruction numéro 2, les playoffs sont acquis, le titre de division est acquis. Alors même si on pourrait le nuancer en disant que peut-être que le titre de division cette année est un petit peu facilité, on va dire ça comme ça, par la mauvaise performance des adversaires de division. Il y a des Ravens très touchés par les blessures qui auraient peut-être pu les concurrencer un peu plus longtemps. Cleveland, il y a un contexte qui fait qu'ils sont peut-être aidés de ce côté-là. Mais malgré tout, il y a des bases solides. Et moi, j'ai envie de croire que dans une NFL toujours tournée un peu plus vers l'attaque, une attaque aussi explosive peut, s'ils arrivent un peu à aussi être capables d'avancer en dehors des big plays, à construire ça dans les années à venir, ça va devenir une place forte en AFC, à mon sens. Lucas. Disons que ce qui est vrai, c'est que le titre de division cette année, comme le dit Raph, c'est très bien de gagner la division. Et c'est vrai que
Je crois qu'ils ont dû toutes les quatre équipes être premières au moins une fois dans l'année, c'est possible, parce qu'il y a eu de l'inconstance de partout. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que ce sont les Bengals qui ont eu le meilleur niveau à un moment donné. Et on le voit sur ce match-là, quand ils jouent comme ça, ils sont meilleurs que les 3 autres équipes de cette division, donc ils le méritent. Et d'ailleurs, il faudrait vérifier, j'ai pas le record en tête, mais je pense qu'ils sont largement positifs dans les matchs de division, donc ils méritent. Maintenant, il y a une chose que c'est la confirmation et on en est loin encore parce qu'il en reste un match, il en reste les playoffs et on va voir ce qu'ils donnent. Mais quand tu parles de naissance d'une grande équipe, on imagine sur la durée et on voit à quel point c'est compliqué. On voit les Bills qui font pas la même saison que l'an dernier. On voit les Browns qui surtout, et on en parlera peut-être, se sont qualifiés en playoffs et qui ont du plus de mal cette année. Donc, attendons de voir pour ce qui est de la confirmation. Ceci étant dit, voilà, les pièces sont là et il y a moyen en tout cas de progresser continuellement avec une attaque surtout qui est incroyable et qui fait plaisir à voir. Ouais. 4 victoires et 1 défaite dans la division, hein, pour compléter ce que tu disais. Pittsburgh, c'est 3-2. Ravens, c'est 1 victoire pour 4 défaites. Et puis les Browns, c'est 2 victoires pour 3 défaites. Joe Burrow a été touché au genou en tentant une 4e tentative dans la fin de match. Ça ne semble pas grave, je le précise. Faut espérer parce qu'avec 446 yards, 4 touchdowns, aucune interception, c'est quand même encore un très grand match. Leur défense, par contre, les a pas trop aidés. Aucun sac, 155 yards au sol pour Kansas City. Je ne veux pas dire c'est le point faible, mais elle est encore assez irrégulière, par contre, cette défense des Bengals, Raphaël. Ouais, elle est encore irrégulière. Alors, à sa décharge, elle tombe face à une des attaques les plus compliquées à défendre, hein. Je veux dire, ça fait quand même maintenant quasiment 3 ans que défendre Kansas City, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire en NFL et ils ne sortent pas la prestation la plus déshonorante, hein, non plus qu'on ait pu voir face à Kansas City. Oui, il y a encore des faiblesses. Maintenant, l'intersaison, s'ils arrivent à s'en sortir aussi bien que l'an dernier, on voit qu'ils ont un cap, qu'ils ont des idées sur les joueurs dont ils ont besoin pour leur système et que ça fonctionne. Donc, on peut quand même être optimiste là-dessus, sur leur capacité à renforcer la défense, qui à mon sens, a besoin d'être renforcée sur un peu tous les niveaux, mais entre la draft, la free agency, à mon sens, là, ils ont des joueurs clés à un peu partout et donc ils vont avoir le privilège de pouvoir vraiment choisir ce qui leur plaît le plus et pas se dire j'ai à tout prix un besoin là, il faut que je le prenne tout de suite, et ils vont avoir cette possibilité là, donc plein de directions possibles pour eux, tant mieux. Mais ouais, après leur défense, quand le pass rush fonctionne, elle est aussi meilleure. Là, ils sont tombés sur une bonne ligne de Kansas City. J'ai pas l'impression que toutes les équipes AFC aient des bonnes lignes offensives en playoff, donc on va voir. C'est vrai à ce niveau-là. Lucas, pas inquiet non plus, du coup? Non, pas inquiet. Après, tu parlais de la défense qui ne les a pas beaucoup aidés. Ils prennent 28 points en première mi-temps, ils en prennent que 3 en deuxième. C'est vrai. Alors, c'est aussi dû au fait que le rythme s'est ralenti et que Zach Taylor a décidé, ou en tout cas a eu la possibilité avec son attaque, de priver Mahomes de ballon. Je crois qu'ils n'ont eu que 3 ou 4 drives en deuxième mi-temps, ce qui est sur aide, mais ils ont pris que 3 points. Donc voilà. Et la différence, en tout cas la clé, elle a été, et c'est un argument qui marche pour les Bengals, mais surtout aussi pour les Chiefs, sur la ligne offensive de Kansas City, parce qu'en première mi-temps, elle a très bien protégé Patrick Mahomes, comme on l'avait vu la semaine dernière face aux Steelers. Et quand il est très protégé, il peut faire quasiment ce qu'il veut. Ça y est, on l'a vu, il est de retour. Maintenant, quand il est un petit peu plus mis sous pression, alors certes, il n'y a pas de sac, mais il est un petit peu mis plus sous pression en deuxième mi-temps. Ça donne des drives qui s'arrêtent un peu plus prématurément, ça donne des punts, des field goals, voilà. Donc c'est à surveiller, que ce soit pour Kansas City et pour Cincinnati, mais je jetterai pas la pierre à la défense parce que, comme l'a dit Raph, c'était les Chiefs en face. Après, il y a eu des blessures, d'ailleurs, sur la ligne offensive des Chiefs dans ce match. Ce sera à surveiller pour les playoffs. La défense des Chiefs a aussi, pour le coup, eu plus de problèmes sur ce match. Elle prend 475 yards. Il n'y a pas eu je ne sais même pas s'il y a eu des sacs pour les Chiefs. Je crois que oui, quand même. Oui. Ils prennent quand même 10 pénalités aussi dans l'ensemble. Ça aussi, c'est problématique. Est-ce que c'est un signe inquiétant ou alors, voilà, l'adversaire était trop fort, c'était un très beau match, ça arrive? C'est forcément un petit peu inquiétant parce que certaines des lacunes, c'est celles qu'on voyait en début de saison, des plaquages ratés, des fautes un peu bêtes, notamment tout ce dernier drive de Cincinnati où finalement, il leur redonne une chance. D'ailleurs, il y a ce dernier drive, mais globalement, sur les 3 des touchdowns de Cincinnati viennent de drives qui auraient dû s'arrêter, mais qui ont été prolongés sur 3e ou 4e tentative par une pénalité de Kansas City. Donc quand même, Kansas City, à chaque fois, remettait les Bengals dans le match. Moi, disons que ça peut inquiéter un peu parce qu'on avait l'impression que la défense de Kansas City était très bonne, mais peut-être en sur-régime finalement par rapport au talent réel dans l'effectif, parce que quoi qu'on en dise, à mon sens, des top défenseurs dans cette équipe,
il n'y en a pas non plus énormément. Pour moi, il y a Chris Jones et Tyrann Mathieu, et derrière, c'est des bons joueurs, mais pas forcément des talents exceptionnels. Donc, est-ce qu'ils n'étaient pas un peu en sur-régime? À voir, à voir. Maintenant, peut-être que les pénalités, c'est aussi ce qui est le plus facile à gommer, la concentration. Donc, bon, à voir. Après, les pénalités, elles viennent surtout d'un temps de retard qu'il y a à chaque fois. Moi, surtout, ce que je vois dans ce match-là, je me demande pourquoi Spaniolo a continué avec cette même tactique de jouer en homme à homme sur Ja'Marr Chase, quasiment à 1 contre 1. Ça arrive, Ja'Marr Chase, c'est un monstre, c'est un tueur, on l'a vu. Je pense qu'il va gagner le joueur offensif, le rookie offensif de l'année. Il y avait un peu un débat avec Mac Jones, je pense qu'il n'y en a plus. Ça arrive de jouer contre des joueurs comme ça qui sont très forts et qui parfois prennent leur match à leur compte. Mais il faut adapter la situation, et on le voit sur le dernier drive, sur ce 3-27 ou 37, je ne sais plus. C'est du 1 contre 1. Au bout d'un moment, on ne peut plus. Et ils ont Tyreek Hill en face, ils savent que les défenses doivent s'adapter. Au bout d'un moment, on ne peut plus. On a essayé, on s'est fait ouvrir, comme on dit. Défendons différemment. Et ils ont décidé de continuer à défendre comme ça. Et ça malheureusement, ça a été compliqué. Voilà, au bout d'un moment, je pense que... Voilà. Exactement, c'est bon, voilà. C'était le field goal de la gagne. Exactement. Maintenant, si on peut aussi parler de ce dernier drive, en tout cas ces dernières actions, Zach Taylor il s'en sort bien, mais on se demande qu'est-ce qui se passe. Tony Romo qui se disait est-ce qu'ils essayent de marquer ou pas. J'ai un petit peu curieux cette fin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était un peu bizarre parce qu'en plus, alors qu'ils dominent Kansas City toute la deuxième mi-temps sur le jeu aérien, ils envoient que Mixon plein centre quasiment sur toutes les tentatives. Des cubestiques aussi. Ouais, t'es un peu étonné. Bizarre. Et même, est-ce que Kansas City n'aurait pas eu intérêt à les laisser passer au bout d'un moment, à les laisser aller au touchdown pour essayer de regrappiller un tout petit peu de temps pour aller eux-mêmes. Bon, c'est une fin de match un peu étrange des deux côtés, j'ai trouvé. En tout cas, on peut redire un mot quand même pour finir sur Joe Burrow et Ja'Marr Chase parce que ça a quand même été assez exceptionnel. Burrow, on ne va pas rentrer dans les petites phrases qui font la reprise, etc. Mais il est quand même déjà en train de s'imposer comme un des tout meilleurs quarterbacks de la ligue. Ah bah, ouais, tout meilleur quarterback, je sais pas, mais en tout cas, tu disais est-ce que c'est la naissance d'une grande équipe. Ça, c'est dur à dire, mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, à mon sens, ils ont probablement trouvé ce qui te permet d'être une grande équipe, c'est un quarterback. Voilà. Donc, ils semblent l'avoir trouvé. Parce que être aussi à l'aise dans la poche, malgré la pression, enfin, il a une gestion de la poche qui est absolument incroyable pour son âge, son expérience. Il a l'air de pouvoir jouer un peu toutes les zones du terrain, tout type de tracé, tout. Enfin, ouais, moi, sincèrement, c'est un leader. Je vois pas très bien là comment sa carrière part en cacahuète derrière. Donc, Puis le révélateur, ça va être les votes. Alors, il ne sera pas MVP, mais il va avoir quelques votes de MVP, surtout qu'il fait ça en fin de saison. Je ne sais pas à quel point ça va influencer sur les votes, mais c'est vrai que derrière allez, Rodgers, Brady, Taylor peut-être, il va pas être loin dans le titre de MVP. Après, ouais, Burrow, et puis surtout, il est fun à jouer. Et puis, si je peux rajouter une dernière note complètement de l'autre côté sur les Chiefs, c'est quand même 3 défaites face aux Titans, aux Bills et aux Bengals, les 3 potentiels vainqueurs de division. Voilà, c'était certaines défaites en début d'année où c'était pas la même équipe, mais bon, c'est quand même à surveiller. Juste pour Burrow, un dernier mot, c'est qu'il a aussi épuré, tu disais, il s'y met sur la fin de saison, il a épuré aussi au niveau des interceptions parce qu'il avait beaucoup de pertes de balles au début de l'année et en fait là, il n'a pas été intercepté sur les 4 derniers matchs. Donc, ce qui améliore aussi grandement son ratio, puisque dans l'intervalle, il a quand même lancé 11 touchdowns, donc il est à 11 touchdowns, 0 interception sur les 4 derniers matchs, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais ouais, c'est tellement fun, lui et Ja'Marr Chase, quand même, que c'est quand même sympa d'avoir du renouveau comme ça. On va parler de retraite de Ben Roethlisberger, Rodgers et Brady qui ne sont pas tout jeunes. Il y a quand même de la relève derrière. Titans 34, Dolphins 3. On ne se débarrasse donc pas des Titans comme ça. 198 yards au sol sans Derrick Henry. C'est Donta Foreman qui a mené la charge avec 132 yards. Leur défense a complètement étouffé Miami. Les Titans sont leaders de l'AFC. C'est quand même assez incroyable ce que fait Mike Vrabel. Je pense qu'on parlait de titre. Je pense qu'il ne va pas être loin du titre de coach de l'année, notamment avec cette potentielle première place dans l'AFC carrément. Alors ouais, c'est incroyable. Après, sur ce match, le score est un petit peu flatteur parce qu'il marque 17 points en toute fin de match. Mais quand même, ils sont dominateurs. Ils ont, comme tu disais, un jeu au sol qui, même sans le meilleur running back de la ligue, continue à performer. Ils ont des équipes spéciales qui sont très bonnes avec un punter qui a réussi à mettre notamment 3
3 punts dans les 10 yards ou dans les 20 yards adverses à chaque fois, et qu'on sait que quand l'attaque n'est pas forcément incroyable, c'est bien aussi d'avoir des équipes spéciales qui permettent de gagner ce jeu de possession. Et ça aussi, ça vient entre autres du coaching, même s'il y a aussi le talent des joueurs, forcément. Donc oui, tous les voyants sont, on va dire, au vert. Cette équipe, elle est différente quand il y a A.J. Brown, mais c'est vrai que les regards se tournent vraiment vers Mike Rabel qui quand même fait un boulot incroyable cette saison. C'est flatteur, mais ils ne sont jamais vraiment inquiétés dans ce match. Il faut quand même Oui, clairement. Je parlais de l'écart au score qui est grand et qui donne l'impression que cette attaque a déroulé alors que c'est surtout la défense, comme tu disais. Raphaël, est-ce que tu es prêt à donner le titre de coach de l'année à Mike Vrabel? Oui, il est dans les candidats crédibles. Clairement, cette première place AFC l'aide forcément. Voilà, si on veut être tatillon, je trouve qu'il y a un calendrier qui a été par moments un peu facile. Mais bon, après, on voit aussi des équipes qui se plantent contre les équipes faciles. Donc en même temps, d'un autre côté, c'est aussi ça la différence, c'est savoir gagner ces matchs-là. Donc on ne va pas non plus lui tenir rigueur de prendre des victoires. Ça serait quand même assez ouais, et puis ils ont quand même battu les Bills, les Chiefs, les Rams. Ouais, facile, je te trouve un peu dur sur le calendrier facile parce que les gars, quand il y a 6 matchs, 2 contre les Jaguars, 2 contre les Texans, bon. Oui, 2 contre les Colts, on en reparlera, mais je dis pas que les Colts... Ils n'ont pas une division très difficile, ça c'est sûr. C'est pas la NFC West. Bref, à la limite, c'est pas finalement le bilan en tant que tel, la force du calendrier. De toute façon, elle n'est jamais regardée vraiment dans le détail par les votants, et c'est le bilan final qui compte et l'image que tu dégages. Et effectivement, à partir du moment où l'équipe a connu autant de blessés et qu'elle se maintient au niveau, tu ne peux que féliciter le coach pour ça. Et donc, ça serait logique qu'il soit coach de l'année. Ouais. Et puis après, il y a un vrai boulot défensif quand même, parce que ce n'est pas une défense qui a d'énormes stars. Et là, alors, il n'y a pas une imposition monstrueuse en face. On l'a dit la semaine dernière que Miami, ce n'était pas incroyable en attaque, mais mine de rien, ils font quand même un très bon boulot défensif sans des grosses stars. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est vrai que le coach prend un peu d'attention, beaucoup d'attention, parce que, comme tu disais, il n'y a pas d'énormes stars, il y a des blessés, il y a beaucoup de choses qui font que certaines équipes peuvent facilement chuter, facilement. Personne n'aurait été surpris de les voir couler, ou en tout cas vraiment descendre après la blessure de Derrick Henry notamment. Ils sont à 5-3 sans lui. Donc, il y a tous des voyants qui font que le boulot est très bien fait. Est-ce que ça suffit pour après, parce que quand on est premier AFC, on a de plus grosses ambitions, est-ce que ça suffit pour la suite avec le retour de Derrick Henry? Pourquoi pas? Alors, Derrick Henry devrait être de retour si tout va bien tranquillement. Et je crois que le scénario idéal, non, je confonds avec David Bakhtiari, pardon, qui était le scénario idéal de le faire jouer la dernière semaine pour qu'il se chauffe un peu et puis qu'il soit prêt pour les playoffs. Mais Derrick Henry, a priori, devrait être de retour pour les playoffs. Ryan Tannehill a 13/18, 120 yards de touchdown. C'est comme si Derrick Henry était là, justement. Et puis, en face, on l'a dit, un match à sens unique parce que Miami a complètement calé en attaque. Le débat Tua Tagovailoa va clairement pas se calmer pendant l'intersaison parce que là, il part en laissant pas une impression incroyable. 18/38, 205 yards, un touchdown, une interception, 3 fumbles, dont un perdu. Ouais. Dur, hein. Ouais, match compliqué de sa part. Match compliqué de sa part et de sa ligne offensive de manière globale. Lui, effectivement, que ce soit dans les décisions, dans les lancers, disons que ce n'était pas ce qu'on avait entreaperçu ces dernières semaines, où on avait l'impression que ça allait un peu mieux. Là, tu retombes un peu dans les travers du début de saison, dans les interrogations. C'est pas idéal pour Miami, effectivement. Maintenant, de toute manière, quel autre choix que de lui faire confiance l'an prochain, tu vois. C'est sûr. À ce niveau-là, et puis, c'est c'est un match aussi, tu parlais de 3 fumbles, c'est un match où il y a eu énormément de pluie. Il a été très gêné par la pluie. On a vu un ballon lui échapper des mains alors qu'il n'y avait personne autour. Je pense qu'il est encore jeune et inexpérimenté pour sortir de conditions comme celle-ci. Il sortait de quelques matchs bons, mais il faut que tout soit, tous les éléments autour de lui soient très bons. Et dès qu'il y a quelque chose qui dévie un petit peu, il n'est pas encore au niveau. Après, Miami, dans son ensemble, j'ai l'impression que dès qu'il faut passer ce cap des playoffs, on l'avait vu l'année dernière, ils étaient à un match des playoffs face aux Bills qui étaient déjà qualifiés. Ils prennent une rouste complète avec plus de 50 points. Là, ils reviennent avec cette victoire d'affilée. Il leur reste un match ou deux pour pourquoi pas passer le cap. Ils n'y arrivent pas. C'est dommage pour cette équipe parce que ils avaient mal commencé, mais ils étaient pas loin des playoffs. On pouvait même y croire. Et malheureusement, encore une fois, ils ne passent pas le cap. Et pour la petite anecdote, je me disais, Tua Tagovailoa, il a relâché ce ballon tout seul parce qu'il a des petites mains.
Mais en fait, pas du tout. Il avait parmi les plus grandes mains des mesures du combine, malgré sa taille. En fait, je pensais que c'était lié. Mais en fait, apparemment, il a des très grandes paluches, comme Russell Wilson et Brett Favre. Genre, Wilson et Tagovailoa, ils ont à peu près les mêmes mains que Favre, qui doit leur mettre 15 ou 20 cm, je crois, en termes de taille. Donc voilà. Colts 20, Raiders 23, match assez fou. Et surtout, ce qui est assez fou, c'est que les Raiders sont encore là. Un superbe dernier drive mené par Derek Carr pour aller chercher le field goal de la gagne avec l'incroyable Hunter Renfrow pour l'épauler. J'ai envie de dire que cette saison aura quand même au moins le mérite d'établir Derek Carr une bonne fois pour toutes comme le franchise quarterback de cette équipe parce qu'il est là, il est porte, il fait ce qu'il peut malgré les conditions. Non, Lucas, t'as pas l'air d'accord. Alors, je vais être un peu dur peut-être. Franchise quarterback, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup mieux et parce que c'est dur de trouver un quarterback à ce niveau-là. Il n'y en a pas dans les rues tout le temps. Maintenant, je ne le trouve pas incroyable. C'est toujours le débat. Je ne le trouve pas top 10 quarterback. Il fait des erreurs quand même qui peuvent être coûteuses. Ils s'en sortent miraculeusement depuis 3 matchs, j'ai l'impression, parce qu'ils ont un mental et c'est un leader. Je suis d'accord avec toi. C'est ça que je veux dire, ouais. Oui, non, c'est vrai que c'est un leader. Et du coup, ça en fait un franchise quarterback de facto. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il puisse les amener très loin. Enfin, c'est pour ça que je faisais un petit peu la moue. Je dis ça parce qu'on lui a tellement peu fait confiance, notamment quand John Gruden était là, que tous les ans on entendait « Ah ouais, mais ils vont drafter Kyler Murray. Ah ouais, mais ils vont drafter un tel. Ah ouais, mais… Et donc, le mec est quand même le dernier là, en fait. Après toutes les rumeurs, après tous les machins, Gruden n'est plus là, un tel est plus là, un tel est plus là. Lui, il est toujours là. Je trouve il faut lui donner ce mérite-là, quoi. C'est pas, je dis pas que c'est Aaron Rodgers, hein, clairement, ou même Joe Burrow. Hein, je préférerais avoir Joe Burrow aujourd'hui. Mais voilà, il n'est pas parfait statistiquement, mais il est là, il fait tourner, il fait briller. Ils n'ont pas Darren Waller depuis 4 matchs, ils n'ont plus Henry Ruggs. Deshaun Jackson, il a fait un bon match et il a disparu parce qu'on s'en doutait bien. Non, je sais pas, Raphaël, je m'enflamme trop sur Derek Carr. Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire, ce que vous voulez dire sur le côté leader. Effectivement, c'en est un moral sur le terrain, tout ça. Maintenant, ouais, pour moi, c'est une énigme qu'il soit à 9-7 et qu'il soit encore en course pour aller en playoff. Sincèrement, quand je vois depuis la semaine 9, et donc ils étaient en bye week la semaine 8, depuis la semaine 9, ils ont dépassé qu'une seule fois les 20 points marqués. Ils arrivent à être encore en course en playoff avec une seule. Et sur les 3 derniers matchs, ils marquent 16 points, 17 points, 23 points. Et ils gagnent 3 fois. Je ne sais pas à quel point Alors, sans avoir en plus une défense qui me paraît. Enfin, la défense me paraît toujours aussi moyenne. Donc, pour moi, c'est. Malheureusement, j'ai peur que ce soit un peu plus conjecturel lié à l'adversaire qu'à ce qu'ils peuvent vraiment. Alors, tant mieux, ça leur permet de gagner des matchs, mais. Je sais pas, j'avoue que moi je suis un peu. Non, mais il marche pas sur la concurrence, bon, ça c'est sûr. Mais après, il limite les Colts à 262 yards. Jonathan Taylor les éclate pas, il fait une centaine de yards, mais il les éclate pas. Il force Carson Wentz à aller chercher le match, c'est la bonne tactique. Carson Wentz n'y arrive pas. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais de toute façon, ils font les choses bien comme ils peuvent le faire, c'est ça le truc. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est que ils n'ont pas une défense incroyable. Ils maintiennent pas tout le monde. Ils n'ont pas une attaque. En plus, quand on voit des matchs comme ça, notamment la semaine dernière face aux Browns ou c'était peut-être la semaine d'avant, on se dit bon, il y a des matchs comme celle-ci, ils sont pas énormément. Ils ont gagné grâce à des turnovers de l'équipe adverse. Et en fait, c'est même eux qui font les turnovers. Face aux Browns, c'est eux qui avaient fait les turnovers. Là, c'est eux. Et ils arrivent à rendre le match un peu sale. Ils arrivent à installer un faux rythme. Ils arrivent à sortir les jeux quand il faut. Et c'est vrai que le terme, c'est ça, c'est une énigme. C'est un bon terme. On a du mal à savoir ce qu'ils valent. Raphaël, tu disais, c'est plus l'équipe en face. Du coup, Carson Wentz fait un match à 16 sur 27, 148 yards et un touchdown. C'est plus les bons matchs qui ont l'air d'être l'anomalie pour Carson Wentz en fait cette année. Oui. Ça, par contre, Carson Wentz, je pense qu'on sera à peu près d'accord là-dessus. Effectivement, c'est plus l'anomalie, les matchs qu'il a pu prendre en compte lui tout seul, on va dire ça comme ça. Non, mais écoute, c'est le Carson Wentz très moyen qu'on voyait depuis un petit moment. Parce qu'il a plus que, en fait, sur tous les matchs de l'année, il n'en a que 2 où il a dépassé les 300 yards à la passe, ce qui est quand même assez significatif, je pense, pour un quarterback franchise dans cette ligue. Mais voilà, après, les 2 équipes ont leur destin entre les mains. Hein. Une victoire en semaine 18 et ils sont en playoff tous les 2. Ouais, pour une, ça va être un peu plus compliqué que l'autre quand même. Parce que les Colts, ils jouent les Jaguars, les Raiders vont à Los Angeles pour jouer les Chargers, je crois. Ça va être un peu moins évident, mais bon, on ne sait jamais. Je ne jure plus de rien. Non, Cowboys 22, Cardinals 25, quelques banderies en profondeur, quelques bonnes actions en dehors de la poche. Est-ce que ça va mieux pour Kyler Murray?
Ah, Lucas n'est pas convaincu. Si, ça Ouais, va mieux je que le ça. vois. Ouais, non, en fait, je suis pas convaincu parce que ça faisait quand même un match ou deux où il était quand même. Enfin, il est pas passé à travers complet dans beaucoup de matchs quand même. Là, c'est vrai qu'il est encore meilleur, mais la semaine dernière notamment, ça n'a pas été scandaleux. Ses performances n'ont jamais été vraiment scandaleuses. Après, c'est vrai qu'il est encore meilleur sur ce match-là. Il est bien aidé par un jeu au sol. Et d'ailleurs, il y participe, mais quand cette équipe a un jeu au sol, c'est nettement différent. Il est bien aidé par sa défense sur les lignes. Clairement, cette équipe d'Arizona, elle est remontée d'un cran. Il leur fallait ce match un peu décisif, même si ça ne changeait pas grand-chose. Et puis j'ai l'impression que cette équipe, elle était à 0,5 depuis l'an dernier sur des matchs qu'il fallait gagner pour arriver en play-off. Et parce qu'à chaque fois, ils les perdaient. Je ne sais pas si c'est mental, mais là, ils étaient déjà qualifiés. Ils y vont presque sans pression et ils sortent un grand match. Je ne sais pas si on peut lire là-dedans, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça sympa. Raphaël. Ouais, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on avait dit jeudi dans l'émission preview en disant que finalement, Dallas, avec la pression à la maison et face à des Cards qui n'avaient rien à jouer, c'était peut-être la configuration la plus risquée pour Dallas. Ça s'est prouvé. Non, je rejoins globalement Lucas. Je trouve aussi que quand même cette attaque, quand Kyler Murray peut courir et pas courir juste en sortant de la poche, mais qu'il y a des jeux, des actions dessinées, 4-5 par match pour qu'il puisse vraiment profiter et jouer sur ses jambes, tout de suite ça ajoute une dimension et ça renforce cette attaque. Donc ça me semble pas mal que lui physiquement soit à nouveau en capacité de faire ça et du coup que le playbook d'Arizona se rouvre avec lui, on va dire ça comme ça. La défense aussi m'a semblé un peu plus dedans. Chandler Jones, on l'a beaucoup plus vu que ces dernières semaines. Il y a toujours un retour de J.J. Watt pas impossible en playoff. Ouais, disons que c'est la bonne nouvelle au bon moment, quoi. Ça permet de se remettre dans une dynamique un peu positive avant les playoffs. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas, parce qu'il y a une ou deux grosses équipes en NFC, il me semble, qui vont être quand même difficiles à aller chercher. Mais à l'extérieur, ils jouent bien. Ils vont commencer les playoffs à l'extérieur. A priori, ils risquent de retourner à Dallas. Bon. On parlait d'énigmes pour les Raiders. Moi, c'est deux équipes à la barre des playoffs. J'ai du mal à les jauger parce que là, Dallas, par exemple, qui nous sort un 3-11 en troisième tentative, 10 pénalités, un ballon perdu, jeu au sol à 45 yards. Je ne sais pas, en fait, quel visage ils vont présenter d'une semaine sur l'autre, l'un comme l'autre d'ailleurs. Ouais, non, c'est pas évident. Les Cowboys, pour le coup, ils font un match, ils passent à côté. Ouais, leur défense, elle prend beaucoup de yards. Leur défense, à partir du moment où, parce qu'on l'a dit, ils ont une bonne défense, ils n'ont pas une défense incroyable. Ce qui l'a fait passer de bonne à très bonne, c'est les pertes de balles qu'ils arrivent à provoquer. À partir du moment où ils n'arrivent pas à en provoquer, ça devient une défense qui devient bonne. Voilà, on va pas dire mauvaise, mais qui devient bonne et qui, dans des grands matchs comme ça, se fait marcher dessus. Et après, moi, sur Dallas, j'ai une maraude. Le coach McCarthy, encore une fois, il fait une gestion en fin de match sur ce fumble qui n'est pas appelé par les arbitres, mais il n'a pas de challenge parce qu'il a déjà pris son temps mort. Il a déjà pris 2 temps morts qui sont très litigieux. En fait, si ça avait été un autre coach, j'aurais pas dit grand-chose, mais c'est toujours la même chose avec lui. Et quand ça va arriver en play-off, ça sera certainement la même chose encore. Et ça peut coûter des matchs. Quand dans des grands matchs, ce sont le genre de choses qui sont très importantes. Raphaël, un mot sur les Cowboys? Oui, non, mais sur les Cowboys, je rejoins un peu toujours ces questions de coaching. Sur la défense, je rejoins Lucas. D'ailleurs, ça s'incarne, ça s'illustre par les statistiques de leur cornerback Diggs, qui est à la fois leader en interception et qui est le cornerback qui accorde le plus de yards à la réception au receveur adverse. Enfin, voilà, c'est qui tout double un peu avec cette défense. Donc, ils vont vivre ou mourir par ça. Dans certains matchs, ça passera, dans d'autres un peu moins. À eux de voir la chance ou pas. Mais je trouve qu'une des grosses différences, quand même, malgré tout, leur problème là sur cette fin de saison, c'est cette attaque. Dak Prescott est moins bien et le jeu au sol galère un peu plus quand même qu'en début de saison où on avait un duo Elliott-Pollard extrêmement efficace. Ouais. Là, les deux ont tendance à disparaître face à en plus une défense des Cardinals qui n'est pas la plus réputée contre la course. Le fait de ne pas être capable d'imposer son jeu au sol à ce moment-là, bon, à voir. Hey, it's Hunter Renfrow from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast.
C'est une des belles surprises de cette saison, messieurs. On va commencer la suite de ce débrief des autres matchs avec le match entre le Washington et les Eagles, 16-20. 16 pour Washington, 20 pour Philadelphie. Et Philadelphie qui se retrouve en play-off. C'est une équipe qui avait commencé avec 2 victoires pour 5 défaites, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qui se retrouve en play-off. Un match compliqué, hein. Ils étaient menés 16-7 à la mi-temps. Ensuite, ils n'ont pas pris de points en deuxième mi-temps. Jalen Hurts a été plutôt bon. Ça devient même une attaque équilibrée. Ça devient une équipe même plutôt équilibrée, Philadelphie, Lucas. Oui, ça devient une équipe équilibrée. Et puis, comme tu le dis, ils n'ont pas paniqué. Ils étaient menés 10-0. Ils sont menés 16-7 à la mi-temps. Et ils ne paniquent pas. Ils restent dans leur identité. Alors, d'habitude, leur identité, c'est vrai que c'est beaucoup de jeux au sol. Là, il y en a eu un petit peu moins, mais ils ont fait confiance à Jalen Hurts. Et c'est ce que j'ai bien aimé. Et c'est rare pour une équipe qui a un coach rookie, qui a un quarterback assez jeune. C'est rare. Et pourtant, ils ont continué dans leur identité. Ça a fonctionné. Voilà, ils ont gagné. Après, attention, parce qu'ils vont aller en playoff, ça c'est sûr, tu l'as dit. Ça fait plusieurs fois qu'ils commencent leur match un petit peu difficilement. À chaque fois, ils arrivent à revenir parce qu'ils jouent contre des équipes qui ne sont pas de calibre playoff. S'ils veulent accrocher quelque chose en playoff, il ne faudra pas faire ça contre Tampa Bay, contre Dallas ou Los Angeles. Là, clairement, 118 yards au sol, 214 dans les airs, pas de ballon perdu. Ils sont solides quand même, Raphaël. Ils gagnent sur les lignes notamment, 3 sacs pour eux, un seul pour Washington, alors que c'est quand même censé être, en théorie, le point fort de Washington. Donc, ils sont costauds quand même. Oui, ils sont costauds. Ils ont des joueurs clés et beaucoup d'expérience sur certaines positions clés. Je pense notamment à la ligne offensive et défensive, pour le coup, où ils ont quelques vétérans qui font le taf année après année. Et ce qui permet, à mon avis, d'avoir une sorte de constance en termes de plancher, de niveau de jeu sur ces squads-là, où c'est des squads qui passent jamais totalement à côté d'une saison. Ils arrivent à maintenir même la ligne offensive, quand il y a beaucoup de blessés, des Lane Johnson qui ont eu des blessures, des KLC, des machins, tu as toujours une sorte de niveau minimum qu'ils arrivent à obtenir. Donc ça fait partie vraiment de leur cœur d'identité et de la solidité. Donc clairement, c'est une bonne nouvelle pour eux. Après, ils démarrent quand même très lentement leur match. Sur les 4 derniers matchs de mémoire, ils finissent 3 fois le premier quart-temps sans un seul point. Donc c'est ça, ce retard à l'allumage sera potentiellement compliqué à combler en play-off. Mais à mon sens, ils sont déjà tellement en avance sur le temps de passage de reconstruction et avec tous les choix de draft, la free agency, que pour moi, ils peuvent que progresser l'an prochain, quoi. Et surtout on critique beaucoup cette 7e place en play-off. C'est vrai que ça va permettre à une équipe moyenne, parce qu'on ne va pas dire que les Eagles, ils ont une énorme équipe, mais ça permet à une équipe moyenne d'aller en play-off, de prendre de l'expérience. Alors peut-être que pour les spectateurs, ce n'est pas incroyable, mais au moins pour des équipes comme ça permet d'aller en play-off, de prendre de l'expérience, de continuer à construire, comme l'a dit Raph. Et je suis sûr qu'ils ne disent pas non à un match de play-off. Il est bon esprit, Lucas, t'as vu? Il est là, genre, bon, nous, ça va pas être ouf, mais c'est bien pour eux quand même. Après, on peut avoir des surprises. Des fois, on se rappelle tous de Seattle, bilan négatif, qui sort les Saints sur une course énorme de Lynch. Enfin, bon, des fois, tu as des belles surprises en NFL. C'est quand même pas bien sûr. Non, mais de toute façon, à force de rajouter des équipes en playoff, on aura de plus en plus de surprises. Quand, c'est sûr. Quand tu auras la tête de série numéro 14 qui fera tomber la tête de série numéro 3, c'est vrai. Bon, Washington, pas grand-chose à dire sur cette équipe à ce stade de la saison. Ils étaient déjà éliminés. Moi, j'ai l'impression que, parce qu'on disait, Philadelphie, ils sont en train de se construire une identité. Ils ont un coach, ils ont un quarterback, ils ont des vétérans, etc. Washington, c'est quand même une équipe qui a zéro identité, ce qui est ironique pour une équipe qui d'ailleurs va annoncer son nouveau nom très bientôt. Mais c'est vrai, et j'ai l'impression qu'en fait, ils ont tout le temps des joueurs provisoires. Tu vois, Heineke, il est là, mais on ne sait pas trop s'il va rester là. Ils attendent l'intersaison, quoi. Ouais, mais ils avaient fait ça l'année dernière, et puis on a vu ce qu'a donné la draft. Ça n'a pas été incroyable. J'ai l'impression que c'est surtout une année de perdu pour eux. Alors oui, ils n'avaient pas des joueurs ils attendaient rien, mais bon, je pense que là, vraiment, dans la construction de l'équipe, comme tu le disais, l'année est perdue. Raphaël, j'allais dire, malheureusement, pour moi, Washington fait partie de ces franchises qui sont, désolé pour les fans, tout ça, mais qui sont vérolées dans les bureaux à l'intérieur. Complètement. Et je pense que tant que tu as des directions comme ça, c'est compliqué d'avoir une structure, une franchise fonctionnelle sur la longue durée. Peut-être qu'ils vont avoir une saison par-ci, par-là de coups d'éclat, mais sur la durée, ça peut pas. Enfin, pour moi, ça ne marchera pas. Donc. Complètement. Packers 37, Vikings 10, un match qui a mis quelques drives à se dessiner. Les Packers n'ont trouvé la end zone que sur leur 5e offensive. Mais ensuite, ils ont tranquillement gagné. Aaron Rodgers continue de dérouler, 480 yards en attaque, ils prennent que 206 yards en défense. Là, pour le coup, on parlait de match dont il n'y a pas grand-chose à tirer. Les Packers avaient Aaron Rodgers et toute leur armada. En face, il y avait pas Kirk Cousins, Sean Mannion à la barre. Bon, il n'a pas été honteux, mais 206 yards, tu ne vas pas inquiéter Aaron Rodgers, quoi, a priori.
Non, tu vas pas quitter Aaron Rodgers, mais effectivement, ça sentait le match un peu facile pour Green Bay. Comme tu dis, on n'attend pas grand-chose. De toute façon, les Packers, maintenant, ils vont avoir la première place à NFC. Ils vont pouvoir jouer tous les playoffs à domicile. Ils vont compter les retours de Bakhtiari et Jair Alexander, deux joueurs clés, des meilleurs joueurs à leur poste. Tout est bien et bon comme il faut au bon moment. Maintenant, il y a cette petite marche à passer. Ça revient un peu à ce qu'on disait depuis un moment, quoi. Green Bay, on les attendait en playoff. Je crois qu'on a dit ça Oui. dans la première émission. Ouais, Oui, c'est ça. Ça devait être la preview, quoi. Lucas, t'as appris quelque chose dans ce match? Non, ils ont gagné avec autorité, c'est ce qu'on attendait. Ils avaient vu tous les résultats. Maintenant, j'ai l'impression pour Green Bay, parce que ça fait 2 ans qu'ils font cette finale. Là, il y a tout qui fonctionne. Rodgers est encore toujours au top. Il risque de gagner son 2e titre de MVP d'affilée. Adams, c'est incroyable. Au sol, ça marche très bien avec Dillon et Jones. En défense, c'est très bon. Lafleur est bon. Ils vont avoir, comme le disait Raph, tous les matchs en play-off à domicile. Donc voilà, c'est vraiment l'année ou jamais, j'ai l'impression. Donc il va falloir prouver. Juste je me permets, Mike Lafleur pourrait aussi peut-être avoir le coach de l'année, parce que c'est vrai. Après 3 saisons, j'arriverai jamais. Ils sont à 13-3 à nouveau, meilleur bilan. Et la stat m'a étonné, mais les 2 dernières saisons de Rodgers, avant que Lafleur arrive, le bilan de l'équipe, alors même s'il y a quelques blessures de Rodgers dans le lot, mais c'est 24 victoires pour 21 défaites, je crois. Ça m'avait aussi surpris. J'ai vu ça passer sur Twitter. Alors j'espère qu'ESPN a sorti une bonne stat à ce moment-là, mais bon, voilà. Mes excuses si la stat Vas-y, je ESPN vérifie était bonne, en mais même temps. en tout cas, ce que la stat montrait, c'est que globalement, les Packers ne gagnaient pas autant avant l'arrivée de Lafleur, malgré Rodgers. Donc, il y a quand même un effet du coach indéniable. En fait, les 2 saisons avant Lafleur, ça fait 6-9-1 et 7-9. Donc c'est pas ça doit être pas loin ça plombe carrément le bien. J'ai hâte du match Dallas Green Bay en playoff avec Mike McCarthy qui gère très mal la fin de match et qui donne la victoire à Aaron Rodgers. Je me régale d'avance. Et alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que les Packers sont la première équipe à enchaîner 3 saisons de suite avec au moins 13 victoires. Ouais. J'ai vu passer celle-là aussi, qu'apparemment ni Manning ni Brady n'avaient fait. Voilà, donc c'est pour ces 3 premières saisons en plus, c'est quand même plutôt pas mal. Après, bon, c'est pas un prix sur l'ensemble de l'œuvre, c'est censé être un prix juste sur l'année. Donc bon, ça on verra aussi. Mais oui, il fait partie des prétendants. Sinon, un petit merci à Mike Zimmer pour la punchline de la semaine, puisqu'on lui a demandé apparemment en conférence de presse s'il voulait voir le rookie Kellen Mond titulaire lors du prochain match. Il a dit pas particulièrement, et quand on l'a relancé en demandant pourquoi, il a dit je le vois tous les jours à l'entraînement. Ce qui est quand même, quand même particulièrement violent pour un quarterback rookie. Après, peut-être qu'il ne veut pas créer un accident. Nathan Peterman, tu vois, qui a été lancé, qui a interception en 4 passes, et derrière, le mec, on le voit plus jamais de sa vie. Il y a des manières un peu moins cash de le dire, quoi. C'est-à-dire qu'on a entendu les coachs, je ne sais pas, de Thibaut et Mandiel être un peu plus diplomates que ça, tu vois, alors que les mecs n'étaient pas forcément beaucoup plus près. Jets 24, Buccaneers 28. Les Jets étaient sur le point de sortir une des surprises de l'année. Tom Brady a récupéré le ballon à 2 minutes de la fin avec 4 points de retard, mais vous savez ce qui se passe dans ces cas-là. Il va chercher un touchdown. En l'occurrence, c'était dans les mains de Cyril Grayson, du grand Brady, comme d'habitude. Mais s'il a dû en arriver là, c'est notamment quand même parce que la défense de Tampa a souffert dans ce match. Ils prennent 24 points contre les Jets. Zach Wilson fait un bon match. Peut-on le dire? Zach Wilson fait un bon match. Oui. Et en plus, sincèrement, il fait un bon match sans un de ses tackles titulaires, sans ses 2 receveurs principaux, puisque là, le receveur principal, c'est Braxton Berrios, qui n'est pas en début de saison, qui n'est pas le receveur listé numéro 1 ni numéro 2, et je ne suis même pas sûr qu'il était numéro 3. Donc, il sort des bons matchs. Enfin, il sort un bon match. La semaine dernière, c'était déjà un peu mieux. Là, c'est encore mieux, avec peu de matos finalement autour de lui. Donc, il commence à prendre confiance. Ça commence à être intéressant. En tout cas, clairement, pour finir la saison côté Jets, finir par ça, c'est un peu une lueur d'espoir dans une saison compliquée, quoi. Tu te dis, on a peut-être commencé à comprendre des choses et à trouver des solutions. Donc, 19 sur 33, pardon, vas-y. Non, j'allais dire, tu es fan des Jets, tu peux sortir de ce match en étant content, quoi. Ouais. 19 sur 33, 234 yards, même lancé un touchdown, Zach Wilson, il a été bon. 150 yards au sol aussi pour les Jets. Lucas. Oui, non, je suis le premier, et vous le savez, je le répète toutes les semaines, à taper sur Trevor Lawrence et Zach Wilson. Et ben, en effet, là, sur ce match-là, Zach Wilson fait un très bon match. Il y a des très bons lancers, notamment au milieu du terrain, qui font dire, voilà, c'est ce qu'on attendait en fait depuis le début de la saison, qui font dire,
Ah, ok, d'accord, c'est ce joueur-là qu'ils ont drafté, ça peut devenir très fort. Et là, on l'a vu. Alors après, c'est difficile de finir le match, il reste à 24 points assez longtemps et ils permettent aux Buccaneers de revenir. Mais ça, c'est parce que c'est un rookie, parce qu'il n'est pas aidé par son coaching staff, et notamment Mike Lafleur. Il lui a fait un petit shout-out, Raph, tout à l'heure, mais il arrive, Mike Lafleur, sur ce QB sneak, il y a eu une incompréhension. Robert Saleh a complètement lancé son coordinateur offensif sous le bus en conférence de presse. Mais voilà, il y a quelque chose. Voilà. Ils ont du mal à finir parce qu'il est rookie. Mais il y a des choses sur lesquelles s'appuyer et on a été ravis de voir un très bon match de Zach Wilson, en effet. Bon, le fait du match, évidemment, on est obligé d'en parler. Alors, il faut dire quand même un mot avant de passer à l'autre. On va parler de la défense quand même de Tampa. C'est ce que j'allais dire. Voilà, Je levais le doigt. Voilà, parce qu'il y a quand même un petit souci avec la défense des Buccaneers sur ce match, Raphaël. Ouais, bah c'est même pas la première fois qu'on voit ça, hein. Cette saison, le match de la semaine dernière déjà avait pas été facile en défense. Depuis un mois à peu près, je trouve qu'en défense, quand le pass rush est un peu moyen, on va dire, les defensive backs en fait me semblent particulièrement en difficulté, et notamment contre des receveurs rapides. Je trouve qu'il y a vraiment un déficit de vitesse chez les cornerbacks de Tampa Bay. Voilà, qui pourrait être embêtant pour la fin de saison, parce que des receveurs en NFL rapide, il y en a quelques-uns. Ils pourraient en rencontrer quelques-uns d'ici la fin de saison. Donc ouais, voilà, après ils ont leur attaque, ils restent toujours dans le match, parce que la défense, même en étant un peu en difficulté, elle n'est pas mauvaise, elle maintient l'adversaire à un niveau qui permet à Tom Brady d'aller continuer à aller chercher l'adversaire. Mais ouais, depuis 2-3 semaines, Tampa me fait pas une impression folle, quoi. C'est sûr que si tu joues Tyreek Hill au Super Bowl. Après pour mesurer un petit peu, tu parles du pass rush, Shaq Barrett n'était pas là et Jason Pierre-Paul n'était pas là. Donc c'est vrai que ça aide pas. Moi, justement, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la défense au sol qui prend 150 yards, là où d'habitude, cette défense-là est l'une des meilleures de la ligue, voire la meilleure. Ça se joue souvent avec New Orleans. Ouais, ils étaient à 88 avant le match, ils prennent 150 yards contre une équipe qui au sol qui n'a jamais été une référence. En plus, le running back titulaire des Jets était absent. Ça m'inquiète un petit peu plus. Après, il y a beaucoup de blessés. Lavonte David n'était pas là non plus. Donc, à voir. Mais c'est vrai que ça pose pas mal de questions. Ouais, mais justement, par rapport à l'an dernier, c'est un peu la différence. C'est qu'ils ont des blessés en défense en arrivant en playoffs, ce qu'ils n'avaient pas l'an dernier. L'an dernier, effectif total, full. Là, après, c'est le lot de la vie NFL. Hein, mais bon. Bon, un qui ne sera plus là, donc c'est Antonio Brown, sorti en plein match. Il a retiré son maillot après une embrouille avec son coach, sorti torse nu du terrain alors que ça jouait. Déjà, le sportif, c'est quand même une perte énorme. 42 réceptions, 545 yards, 4 touchdowns en seulement 7 matchs. C'est une des cibles préférées de Tom Brady. C'est quand même une vraie perte importante dans l'optique des playoffs. Surtout quand on sait que Chris Godwin est absent blessé aussi. Ouais. Donc, c'est en effet là. Alors, Grayson, il est bien gentil et Tom Brady arrive à lui en faire sortir et ça m'a l'air d'être un bon bougre, comme on dit. Mais c'est vrai qu'Antonio Brown, c'est autre chose. Et malheureusement, il va falloir que Rob Gronkowski sorte vraiment, vraiment d'énormes matchs. Là, il fait plus de 100 yards. Mais est-ce qu'il est capable de les enchaîner sur 3-4 semaines d'affilée désormais? Je ne suis pas sûr. Raphaël, un mot sur cette perte sportive. Oui, sportivement, c'est forcément une perte parce que c'est un receveur d'expérience. Il y a l'alchimie. On voit, quand on voit le duo Burrow-Chase, on voit à quel point une alchimie entre un quarterback et un receveur, ça a de l'importance aussi, savoir se trouver un peu les yeux fermés. Brady semblait avoir plus ou moins ça avec Antonio Brown. Donc, c'est une perte sur le terrain. Voilà. Après... Pour le reste, je suppose qu'on va épiloguer sur, moi, j'ai pas grand-chose sur ce qui s'est passé. Non, mais voilà, enfin, moi j'avais en plus, c'est un drôle d'écho parce que c'était dans l'émission de la semaine dernière, le flop et tout ça, machin. Donc, moi j'ai un peu dit ce que j'avais à dire. J'ai dit qu'il assumait rien et voilà ce qui arrive quand on laisse un mec ne jamais rien avoir assuré. Après, juste un mot, moi je suis pas tout à fait d'accord avec tous les gens qui font. Bon, c'est le principe de Twitter, mais les psychologues de comptoir, tu sais, de Twitter. Oui, il a eu des commotions, oui, il est bipolaire, oui, il est machin, etc. Déjà, je suis pas sûr que ça fasse de toi un mec qui agresse des gens ou qui soit agresseur sexuel. Et puis du coup, tant qu'il ne l'a pas dit, puisque maintenant, il peut aller voir des psys, et si vraiment les Buccaneers
l'avait pas pris pour le sportif et vraiment pour le social, comme il le faisait croire au début, parce que bon, c'était un programme de réinsertion, hein, si tu les écoutais, évidemment, c'était pour l'aider, hein, tu vois, ce brave Antonio, etc. On a bien vu que c'était pas le cas, parce que si c'était vraiment le cas, Bruce Arians ne l'aurait pas coupé en conférence de presse juste après, il aurait peut-être attendu de le voir à froid pour savoir ce qui s'était passé. Donc voilà, moi je trouve que c'est encore une manière de lui trouver des excuses, de dire oui, mais il a peut-être ceci, il a peut-être cela. Peut-être que c'est un mec à qui on a tout autorisé et qui pète les plombs facilement parce qu'on lui a toujours tout autorisé et qui. Voilà. Bon, ouais. Mais en fait, on n'en sait rien. Peut-être qu'il a un problème psychologique, hein, j'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais tant qu'il ne le dit pas ou qu'il n'est pas allé vraiment voir des professionnels de santé, ce qui devrait être le cas en théorie, on peut pas, c'est difficile de juger, quoi. Donc voilà. Bon, bref, encore une fois, c'est pas notre domaine de compétences. 49ers 23, Texans 7, Trey Lance 16 sur 23, 249 yards, 2 touchdowns, 1 interception. A priori, Jimmy Garoppolo est safe. J'ai donné les stats, elles sont pas très significatives. C'est plus dans le rendu et dans l'impression. Clairement, Jimmy Garoppolo a l'air safe. On est d'accord. Oui. Trey Lance, tu sens que c'est un rookie et puis un rookie pas poli dans le sens encore un peu brut. Hein, tout était pas très bon, des lectures un peu lentes, etc. Après, voilà, l'avantage d'être lancé dans ce contexte-là, c'est face à une équipe plus faible, qui a moins de matos, donc ça lui a permis quand même de jouer un peu plus sereinement. Tant mieux pour San Francisco, ils gagnent les matchs en l'absence de Garoppolo qu'il faut gagner pour être sûr d'aller en play-off. Mais l'important pour eux maintenant, c'est de retrouver Garoppolo au moment des play-offs. Et puis après, croiser les doigts sur Jimmy. Je suis un peu inquiet pour ça, moi. On y viendra peut-être dans les previews ou quoi, mais il a l'air d'avoir une vraie grosse blessure au pouce, avec des ligaments qui vont nécessiter une opération, etc. Je ne sais vraiment pas dans quel état il va jouer dans 3 semaines, hein, ou dans 2 semaines. S'il joue. Ouais. Là, il nous avait laissé le doute toute la semaine. On a appris tard que Trey Lance allait être titulaire, je crois. Je sais pas, parce qu'il ne s'est pas entraîné du tout, hein, Garoppolo. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que je ne sais pas s'il sera là face aux Rams cette semaine. En fait, moi, je dis ça parce que jurisprudence Lamar Jackson, au début, on nous disait que sa cheville, c'était rien, et en vrai, il n'est pas là depuis 3 semaines, 1 mois, donc je ne sais même pas si on verra Garoppolo pour les playoffs, quoi. Ça me semble. Bon, en tout cas, ils gagnent avec 175 yards au sol, ils sont dans leur style. Puis en face, c'est sûr que vous l'avez dit, il n'y avait pas du matos, quoi. Les Texans ont mené 7-0 hein, quand même au début du match grâce à Brandon Cooks. Bon, et puis plus rien. Je suis un peu déçu pour mon poulain Davis Mills, hein, évidemment. Bon, c'est logique, mais il pouvait rien faire, on est d'accord, Lucas. Ouais, c'était compliqué. Après, c'est vrai que Trey Lance a mis du temps à rentrer dans le rythme. Je pense que déjà, Greg va être content. La semaine dernière, il tapait sur Shanahan qui disait qu'il n'y avait pas assez de courses. On a eu 37 pour 23 passes. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui a été intégré par Shanahan de ne pas faire lancer trop son quarterback rookie. Mais on a senti, il avait dit Shanahan aussi qu'il avait du mal quand il changeait les quarterbacks. Et on a senti que dans ce début de match, il n'arrivait pas à trouver ce qui marchait pour son quarterback rookie, parce que ce qui marche pour lui n'est pas ce qui marche pour Garoppolo. Ça a été un petit peu mieux en fin de match, mais c'est vrai qu'en face, Houston, bon, ils n'ont plus rien à jouer, ils ont mené, mais après, sur la durée du match, c'est plus compliqué. Brandon Cooks fait encore un bon match, en espérant qu'ils soient encore là l'année prochaine, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur Houston. Saints 18, Panthers 10. Les Saints sont toujours dans la course au playoff au terme d'un match pas franchement emballant. 3 sacs et demi pour Cameron Jordan. Ils continuent vraiment à vivre sur le dos de leur défense, les Saints. Bah oui, là depuis quasiment 3 semaines, 1 mois, c'est vraiment que sur la défense qu'ils survivent et qu'ils restent en course en play-off. Donc, on n'est pas totalement surpris parce que la défense des Saints, on la savait bonne, voire très bonne, et même excellente par moment. Donc voilà, elle a fait son travail. Ça passe face à des adversaires faibles, mais quoi qu'il arrive, ils ne pourront rien faire en play-off s'ils y vont avec cette attaque. Enfin, c'est absolument inenvisageable. Tout à l'heure, Lucas disait la 7e place, ça peut être sympa pour encourager une équipe. Je pense qu'on devrait sélectionner l'équipe comme ça, en fait, pas au bilan. Une équipe qu'on veut encourager. Mais rien contre les Saints, hein, mais franchement, j'ai pas envie de les voir en play-off pour voir Tyson Hill, quarterback titulaire en play-off. Et ça, quoi. Alvin Kamara, il fait ce qu'il peut, mais dur, quoi. Après, ils ont pour moi, je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais la meilleure défense NFL actuellement. Oui, actuellement, oui, ça se discute. Ouais. Ils ont quelque chose. C'est aussi sympa de voir de la belle défense. On les a vus arrêter les Packers en tout début de saison. Alors, c'était peut-être il y a longtemps, mais ils ont battu les Packers. Ils ont battu les Buccaneers comme ils le font. Ils l'ont fait 2 fois, je crois. Je vais peut-être dire encore une fois une énorme bêtise, mais j'ai plus... Alors, confiance, non, mais si je dois mettre une petite pièce sur une équipe qui peut aller accrocher quelque chose sur un match
complètement horrible, gagné à la dernière minute, je mettrais plus les Saints que les Eagles. Oui, Oui, ça se défend. Ouais. mais qu'une fois. Oui, non, mais bien sûr Ah oui, que non, mais après, là... bien sûr que on est d'accord. Les Panthers continuent leur chemin vers les vacances. La défense a été correcte encore sur ce match, mais c'était Sam Darnold, leur quarterback. Alors, il y a du progrès, ils ont fait jouer qu'un seul quarterback. C'est Cam déjà Newton ça. a couru une fois, je crois. Ah oui, une course pour 5 yards, autant pour moi. Bon, en tout cas, il n'a pas lancé de ballon. C'est déjà un progrès, on peut dire ça comme ça. Bon, on l'a déjà dit suffisamment. Matt Rhule, le front office, tout ça, ça pourrait bouger éventuellement. Et puis, il faudra trouver un quarterback, quoi. Je crois qu'il a été, excuse-moi, mais je crois qu'il a été plus ou moins confirmé. En tout cas, il y a des rumeurs qui font dire que normalement, si rien ne se passe d'incroyablement n'importe quoi, il devrait rester. Ouais, Matt Rhule, apparemment. Bon. Si les Saints battent les Falcons et que les Niners perdent contre les Rams, les Saints seront en playoff. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. Les Ravens et les Rams, justement, ils sont là 20-19 pour les Rams. Est-ce que c'est ce match qui va te rassurer sur Matthew Stafford, Raphaël? Question évidemment totalement pleine d'ironie. Eh bien, bah non, bien sûr, c'est toujours pas ce match qui va me rassurer parce que c'est quand même une longue et lente un long déclin de performance depuis le début de la saison de la part de Matthew Stafford. Il y a eu peut-être un pic genre semaine 9, semaine 10, mais globalement, par rapport à la semaine 1, 2, 3, ça ne fait que baisser. D'ailleurs, petite remarque, j'ai vu passer un article de statistiques qui montrait que tous les quarterbacks sous Sean McVay voient leur performance décliner au fur et à mesure de la saison. Voilà, okay. Sachez-le. Visiblement, du coup, tous, c'est lui et Jared Goff, quoi. Oui, mais chaque saison, en fait. Chaque saison, à chaque fois, les quarterbacks commencent très, très fort avec Sean McVay et ça diminue assez fortement en fin de saison. Ce qui pourrait dire que McVay a un peu plus de mal en cours de saison à adapter son playbook, son play calling à ce que les défenses, à comment les défenses s'adaptent. Bref. Non, je suis pas rassuré. Mais après, ils ont l'avantage d'avoir une très bonne défense, un Cooper Kupp extraordinaire. Donc, ça peut tenir, ça peut passer de manière serrée. Mais je suis pas rassuré. Enfin, en face, ils jouaient plus grand monde en défense du côté de Baltimore et ils ont quand même ramé longtemps avant de trouver la faille. Alors, je me fais l'avocat du diable et Lucas ou Raphaël, si vraiment tu me trouves convaincant, tu reprends la main. 3 ballons perdus, mais en deuxième mi-temps, 14 sur 14, 162 yards, un touchdown. C'est ce que j'allais dire, c'est que le match n'est pas totalement à jeter. Le match n'est pas totalement à jeter. Et alors, il y a deux choses. C'est que la défense de Baltimore a vu des retours et a été un petit peu mieux. Et l'attaque des Rams n'a pas été si mauvaise que ça. Elle est tuée par des turnovers, ce qui fait partie de l'attaque, je suis d'accord avec toi. Mais dans cette deuxième mi-temps, derrière, il y a eu du mieux. Stafford, et on le connaît, il est comme ça. Il est capable de lancer des interceptions ou de perdre des ballons, mais ça n'altère pas sa confiance en lui. Il le fait depuis des années et il est capable après d'aller chercher des matchs. C'est sûr que ce n'est pas le match parfait comme il pouvait les sortir en début de saison, je suis d'accord avec toi, mais tout le match n'est pas jeté. Et puis, à noter aussi Odell Beckham Jr. qui fait cette réception pour le touchdown, la réception juste avant pour la 4e tentative qu'on a tendance à oublier, mais qui fait énormément de bien. Lui aussi, on lui a pas mal tapé dessus, mais il fait du bien à cette attaque depuis quelques matchs. J'avoue que j'étais sous le choc, moi, de le voir dans un 4e carton à cette période de l'année, tu vois. Waouh, qu'est-ce qu'il fait là? Bonne nouvelle aussi pour le pass rush quand même, c'est que Von Miller a un peu moins de monde sur lui et il commence à en profiter. Il a 2 sacs dans ce match, ils en ont 5 au total, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle pour la défense aussi en vue des playoffs. Il faut rendre hommage aux Ravens, ils sont décimés, on l'a dit, c'était Tyler Huntley le quarterback aux commandes. Ils gagnent encore 165 yards au sol. Ils s'en sortent en défense pendant un bon moment en provoquant des turnovers. Ils vont probablement louper les playoffs, mais quand même, faut rendre. Enfin, je sais pas, moi, je trouve qu'il faut rendre hommage à cette équipe, quoi. Et à John Harbaugh, qui est quand même en train d'écoper dans tous les sens avec les blessures, les Covid, les machins, et qui arrive à garder une équipe compétitive. C'est pas donné à tous les coachs. Non, c'est pas donné à tous les coachs. De mémoire, il y a 2 semaines dans l'émission Débrief, j'avais fait de Harbaugh et Tomlin mes tops en disant que malgré les critiques, ça restait des coachs très solides et malgré les blessures, les mecs arrivaient à toujours avoir un plancher d'équipe assez élevé. Bah ouais, ça se prouve encore une semaine de plus. À mon sens, ils pourront avoir que du regret sur cette saison parce que j'ai du mal à... Une partie de moi pense que sans aucune blessure ou avec beaucoup moins, ils peuvent aller en play-off. Enfin, je veux dire,
ils peuvent accrocher un des spots en playoff. Après, les playoffs sont les playoffs, il se passe ce qui se passe. Mais bon, c'est quand même une petite saison réglée, je pense, pour Baltimore, qui avait besoin de confirmer les progressions de Lamar Jackson, qui avait besoin de se lancer. Et tu peux pas vraiment le faire cette saison. Donc, Steelers 26, Browns 14, c'était le jubilé de Ben Roethlisberger à Pittsburgh, ou presque, ils sont encore en course dans les playoffs. Mais c'était surtout un énorme match de Najee Harris, 188 yards au sol à 6,7 yards par course. Lucas, c'est prometteur. Oui, mais Najee Harris, ça fait un moment qu'on le voit dans cette attaque et on sent qu'il se démène comme il peut. Quand la ligne offensive ne lui fait pas de cadeau, il fait un match bon. Et quand la ligne offensive l'aide, il fait un très bon match. C'est un super joueur. C'est sur lui que l'attaque va reposer dans le futur. Voilà. Après, Big Ben a un peu pris la lumière, mais voilà, c'est vrai que Najee Harris fait un super match. TJ Watt est incroyable avec 4 sacs. Voilà, ce sont les deux joueurs qui ont porté cette équipe. Mais c'est vrai qu'on a parlé et on parle que de Big Ben parce que le match a commencé, on se disait peut-être que c'est son dernier match. Il avait un petit peu laissé entendre, mais on ne savait pas. Et d'ailleurs, j'ai commencé à écrire le résumé en mettant du conditionnel et puis en voyant les images de la fin où il est en pleurant, où il explique aux commentateurs que ça fait du bien de partir comme ça. J'ai rapidement enlevé le conditionnel et puis je me suis dit que c'était en effet son départ. Bon, TJ Watt, alors TJ Watt, tu l'as mentionné, 4 sacs d'un coup, ça le fait monter à 21,5. Il est à un sac du record de Michael Strahan de 22,5 sur une saison. Donc ça, ce sera à surveiller pour la semaine d'après. Mais en effet, Raphaël, Ben Roethlisberger, sans être le meilleur joueur de ce match, était l'histoire de ce match, quoi. Oui, forcément, c'était l'histoire de ce match. C'était une énième saison avec cette victoire qui permet aux Steelers d'avoir un bilan positif, qu'il a toujours mené bien comme il fallait. Donc oui, c'était la belle histoire. Après, je pense que c'était une histoire qu'il est temps de finir parce que là, le match, malgré tout, malgré la victoire, il est quand même pas facile. Il y a 24 passes réussies pour une moyenne de 2,7 yards par passe, 123 yards lancés en 24 passes. Avec la taille qu'il fait, tu sens que c'est compliqué, quoi. Avec la taille qu'il fait, est-ce que mathématiquement, s'il avait plongé en avant sur chaque snap, il serait allé plus loin qu'avec ses passes? Tu sais, genre... je sais pas, mais non, c'est compliqué. Donc, c'est bien qu'il puisse finir comme ça à la maison sur une dernière victoire contre un rival de division. On retiendra ça et tant mieux. Et je pense que Brady et Belichick ont rendu tout, ont rendu l'exceptionnel, mis l'exceptionnel tellement haut qu'on ne se rend pas compte que Ben Roethlisberger, c'est 2 titres et aucune saison en négatif. Depuis 2004. Avec Mike Tomlin, du coup. Ah oui, avec Tomlin, oui. Bah ouais, on peut se. Mais lui, à titre personnel, même avant Tomlin, du coup, il n'a pas de saison en négatif. Non, avant Tomlin, il a quoi? Il a une saison avant Tomlin? 2? Oui, du coup, avec Cowher. Oui, Cowher, c'est la dernière, oui, en effet. Ouais, c'est la dernière, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Non, il en a 2 avec... Oui, il en a 2 avec Bill Cowher. Même 3. Mais tu vois, c'est un duo. Pour moi, c'est un duo parce qu'ils ont fait tellement d'années ensemble. C'est un duo Roethlisberger-Tomlin. S'ils ne tombent pas sur la période Belichick-Brady, c'est un duo qui pourrait être classé plus haut dans les grands duos que tu imagines quarterback-coach, quoi, parce qu'ils tombent un peu au mauvais moment. Mais ce qu'ils font depuis tant d'années à Pittsburgh est assez exceptionnel. Quand tu te reposes 2 minutes. Je viens de vérifier, depuis 2004, aucune saison négative pour Ben Roethlisberger et 2 titres. Ah oui, plus un Super Bowl perdu aussi contre les. C'est mieux qu'Aaron Rodgers. C'est mieux qu'Aaron Rodgers. Il y a moins de saisons. Mais... Alors évidemment, attention, ne vous énervez pas sur Twitter. Nous n'avons pas dit que Ben Roethlisberger est un meilleur joueur qu'Aaron Rodgers. Juste dit que statistiquement, le bilan collectif est meilleur. C'était pour mettre en perspective. Voilà. Bills 29, Falcons 15. Drôle de match pour Josh Allen qui a d'abord marqué 2 touchdowns. Juste, on parle pas des Browns quand même. Pardon. Hype Cleveland. Je les ai oubliés. Cool, autant pour moi, quand même. Les Browns à l'inverse, donc oui, qui finissent complètement sur les jantes. Kevin Stefanski, Baker Mayfield, tout le monde va prendre des bonnes vacances bien méritées parce que là, ça a fini très difficile. Ah bah ça a fini avec une des prestations offensives les plus catastrophiques de la saison pour Cleveland. Stefanski complètement à côté de son coaching. Baker Mayfield qui dit qu'il va se faire opérer, mais du coup je comprends pas pourquoi il joue depuis un mois si en fait il a mal à l'épaule et qu'il est incapable de lancer. Parce que là c'était pénible à voir sa façon de lancer, ses passes. Donc et là à mon sens c'est aussi un peu au coach à un moment de dire à son quarterback mec t'es pas capable de lancer, on va mettre le quarterback remplaçant. Bon, bref, catastrophe pour une des équipes les plus hypées d'avant-saison après un retour en play-off inespéré. C'est sûr que oui, il n'y a pas eu
la grande progression, le passage de palier attendu. Après, bon, c'est très difficile. Lucas, toi qui as vu le match, c'était physique chez Baker Mayfield? Alors, moi, ça m'arrangeait bien qu'on passe à autre chose. Je ne veux pas faire un teasing pas cher, mais je voulais en parler un peu plus tard, si vous me comprenez, Très bien. de Cleveland. Donc, Très bien. on peut passer à autre chose. Ça m'arrange parce qu'on est encore là un peu large sur le timing. Bills 29, Falcons 15, je disais, drôle de match pour Josh Allen, donc, qui a marqué 2 touchdowns au sol avant d'être intercepté 3 fois de suite. Ils ont fini par se tourner vers le jeu au sol pour assurer le coup. C'est pas non plus rassurant. J'ai pas vraiment l'impression que c'est cette année qu'ils seront sereins, réguliers et lisibles, les Bills. Il faut faire notre deuil de ça. Oui. Clairement. Voilà, Clairement. Après, c'est en milieu de saison, début de saison, ce sont le genre de match qui venaient à perdre parfois. Là, c'est une bonne chose. Ils n'ont pas perdu avec un très bon jeu au sol, ce qui est important pour eux. Alors, les conditions ont fait qu'ils étaient quasiment obligés de jouer au sol parce qu'il neigeait à Buffalo, pour ceux qui ont vu les images. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a eu 2 Josh Allen dans ce match, avec pas mal de pertes de balles et aussi de touchdowns au sol. Au moins, ils ont gagné, ils ont fait le boulot. Ça devrait. Alors attention, ils jouent les Jets la semaine prochaine. On a vu que les Jets, ils peuvent être un petit peu embêtants, mais voilà, ça devrait le faire pour une victoire de la conférence. Après, comme tu le dis, de la division, pardon. Comme tu le dis, on ne sait jamais si on ne va pas arriver sur un match où les Bills vont passer à travers. Et ils prennent que 10 points derrière ces 3 turnovers, donc ils peuvent un peu remercier leur défense quand même de ne pas s'être fait plus atteindre que ça, mais tu ne peux pas refaire ça en playoff, quoi. Ça me paraît un peu compliqué. Les Falcons menaient 15-14 à la pause, hein. Après, ils n'ont pas marqué en deuxième mi-temps. Donc là encore, les Bills se reposent sur leur défense, Raphaël. Oui, c'est ça. Ça reste la plus grosse constante de la saison de Buffalo. C'est globalement quand même sa défense qui a souvent tenu le match ou était à un niveau correct quand l'attaque avait plus de mal. C'est jamais négatif d'arriver avec une défense solide en playoff. C'est souvent un gage de qualité, mais oui, pas de sérénité. Après, ça. Alors, la saison est décevante. Maintenant, comme pour les Packers, on s'était dit, on en reparle en janvier. Et bon, ils y sont, on va voir. C'est vrai. Les Falcons, évidemment, qu'on retrouvera pendant l'intersaison, on n'a pas appris grand-chose sur cette équipe. Maintenant, ils essaient de vivre comme ils peuvent, mais contre les grosses équipes, ça ne passe pas. Patriots, 50, Jaguars 10, face à une des pires équipes de la Ligue. Match très facile pour les Patriots. Lucas, je crois que tu t'es un peu ennuyé sur le résumé. Légèrement. Alors, j'ai eu des points puisque ça finit vrai. avec 60 points. Mais c'est vrai que ce n'était pas un match compétitif. On pouvait s'y attendre. Mais c'est vrai que New England fait partie de ces équipes où, quand ils jouent une équipe mauvaise, voire très mauvaise, ils font le boulot. Ils se font rarement surprendre. Alors, ils ont des fois pas un niveau très bon pour battre de grosses équipes. Mais au moins, ils se font rarement surprendre. Ils sont imposés en patron. Il le fallait pour s'assurer une qualification en play-off. Ça a été, Mac Jones a été bon, plutôt rassurant après quelques matchs un petit peu en dents de scie. Alors, tout est à remettre en perspective par rapport à cette adversité qui était très moyenne, voire mauvaise. Mais voilà, Damian Harris a été bon, Jesse Jackson a intercepté un nouveau ballon. Voilà, les stars se sont montrés, tout a été bien. Il reste un dernier match contre Miami qui n'est plus qualifié, donc ça devrait le faire pour New England. Il faudra attaquer les playoffs avec, pourquoi pas, un 3e match contre les Bills. Mais voilà, il n'y avait pas grand-chose d'appris, si ce n'est que Trevor Lawrence, encore une fois, a été catastrophique. 3 interceptions, là je vois pas trop ce qu'on peut rajouter qu'on n'a pas dit sur lui ces derniers temps. Il faut vraiment espérer qu'il trouve un bon coach pour relancer, qu'il trouve des renforts à l'intersaison, etc. Mac Jones, donc lui, tu l'as dit, 3 touchdowns, impeccable pour se relancer. Ils ont gagné 180 yards au sol, Raphaël. C'était vraiment le match de relance parfait, quoi. Oui, le match à faire à ce moment-là, après une petite déconvenue et d'avoir perdu la tête de division, ça permet de se relancer, de montrer que les bases de toute la saison étaient bien là et que l'équipe a progressé. Donc, à prendre. Chargers 34, Broncos 13. Les Chargers ont gardé leur destin entre les mains. Ils ont mené 17-0 avant de marquer sur toute leur possession de la deuxième mi-temps, sauf la dernière. Net et sans bavure pour Justin Herbert, 22 sur 31, 237 yards, 2 touchdowns. Match quasiment sans histoire, là aussi, pour les Chargers, Raphaël. Oui, ils ont commencé à récupérer quelques blessés en défense, notamment Adderley, leur cornerback qui a fait beaucoup de bien. Match sérieux, on sait qu'il s'était mis un peu en dedans en perdant face à Houston. Donc c'est vrai que pour eux, c'était malgré tout quand même un test de faire ce bon match contre Denver. Après avoir perdu contre les Texans, il fallait le faire. Donc ils l'ont fait, ils se sont bien repris, ils gardent leur destin entre leurs mains, ils ont cette attaque explosive, ils ont des retours en défense. Bon, il y a un petit peu plus quand même à apprendre parce qu'il y a eu
Raph l'a dit, la semaine dernière, ils se sont fait découper au sol face à Rex Burkhead des Texans. Là, ils prennent que 83 yards, donc c'est pas mal face à deux joueurs au sol, Williams et Gordon, qui avaient été pas mal sur cette saison. Ils ont un bon retour de kick-off avec 101 yards et un touchdown. Et on sait que les équipes spéciales chez les Chargers, c'est pas toujours ça. Donc ça aussi, c'est à prendre. Et puis, donc, il y a quand même, c'est un petit peu plus rassurant, voilà, du côté de Los Angeles. Maintenant, il y a une finale à jouer à domicile. Les playoffs, commencent déjà pour eux. Ouais, match propre sans perte de ballon. Et comme tu l'as dit, on en reparlera parce que ce sera évidemment l'affiche de la semaine dans l'émission de jeudi de ce Chargers Raiders qui fera office de premier match de playoff de la saison, on peut le dire, parce que le vainqueur avancera. Juste un petit mot de Rouloc, 18 sur 25, 245 yards d'un touchdown. Raphaël, je voulais juste savoir, est-ce que c'est le quarterback du futur ou est-ce qu'on repart sur une intersaison où il cherche un quarterback pour les Broncos? Bah écoute, faut commencer à rechercher un quarterback. Après, Drew Lock, lui, il peut espérer faire 10 ans en numéro 2, être tranquille. On lui souhaite, tant mieux. On a trouvé le nouveau Blaine Gabbert. Bah, on lui souhaite, écoute. Peut-être. Je précise, évidemment, on passe moins de temps sur les équipes qui sont maintenant éliminées parce qu'elles jouaient sans enjeu et qu'on n'a plus grand-chose à apprendre d'elles, mais ne vous inquiétez pas, on en parlera dans les semaines à venir, pendant l'intersaison, etc. On trouvera des choses. Et puis, dans les émissions draft, maintenant aussi, vous avez pas mal de choses à apprendre. Seahawks, 51, Lions, 29. On passe dans les matchs qui n'avaient vraiment aucun enjeu pour le coup. Carton pour les Seahawks, punt sur leur premier drive et puis 9 séries avec des points derrière. 4 touchdowns pour Russell Wilson, dont 3 pour DK Metcalf. Même Rashad Penny a gagné 170 yards au sol. Alors ça, voilà. On y croyait plus, celui-là. Oui, alors là, Rashad Penny, c'était vraiment un placement à long terme. C'est ce qu'on a attendu toute la saison, Raphaël. Pourquoi ça marche là et que ça ne marchait pas avant? Je sais pas, j'en sais strictement rien. Alors forcément, j'ai envie de dire que ça marchait pas avant sur les 2 premiers matchs de retour de blessure de Russell Wilson sur sa blessure au pouce. Que l'attaque était un peu poussive à ce moment-là, c'est pas très étonnant du fait de la blessure. Donc, qu'au bout d'un moment, ça émeut de ce côté-là, ça paraît logique. Mais par rapport au tout début de saison avant sa blessure, effectivement, on ne voyait pas ça. J'ai trouvé que pour une fois, il y a eu beaucoup de play action du côté de Seattle. Il y a eu un play call un peu plus inventif. Est-ce que pour une fois, le coordinateur offensif a pu être un peu libre ou pas? Je sais pas, j'en sais rien. De toute façon, non, mais à titre personnel, ça va faire 3-4 ans que les attaques de Seattle sont un peu une énigme parce que Pete Carroll change souvent de coordinateur offensif et il y avait le fameux let Russ cook, enfin laisser Russell Wilson faire sa truc et tout. On ne sait pas, on ne sait jamais. En vrai, quand tu réponds comme ça, c'est juste que je m'imagine, j'adorerais que tu sois invité de BFM TV souvent pour parler du Covid ou des trucs comme ça. Tu vois, tu serais vraiment le consultant le plus honnête. Tu viendrais en plateau et tu dirais, mais je sais pas. Franchement, je sais pas, j'en sais rien. C'est compliqué cette situation. Honnêtement, comment expliquer à part un peu plus de liberté pour le coordinateur offensif? Lucas, une tentative d'explication? Ouais, moi je peux essayer d'expliquer, mais moi je suis très BFM, je peux expliquer pendant 5 minutes et à la fin vous allez vous dire, mais en fait il n'a rien dit du tout, il nous a rien appris, mais au moins j'ai parlé pendant 5 minutes. Mais non, mais après, voilà, on va noter Rashad Penny, vous l'avez dit, ça fait quand même quelques matchs qu'il est bon. Depuis qu'ils ont signé Adrian Peterson, il est bon, ça va peut-être réveiller. Metcalf qui attrape 3 touchdowns. C'était peut-être aussi le dernier match de Pete Carroll et Russell Wilson à domicile, on ne sait pas, on verra. Voilà. J'ai parlé 2 minutes et j'ai rien dit. Voilà, messieurs, on peut passer aux Lions ou à autre chose comme vous voulez. J'y crois pas une seconde que ce soit le dernier match de Russell Wilson. À moins que les dirigeants de Seattle soient complètement suicidaires, je vois pas comment tu laisses partir Russell Wilson. Tu vires Pete Carroll s'il veut que tu vires Pete Carroll et puis non, je sais pas. Oui. Il est arrivé des choses plus incroyables qui me choqueraient. C'est vrai que dit comme ça. T'as vu un franchise quarterback vraiment échanger ces 10 dernières années? Je veux dire, dans son prime, quoi, à 30 ans. Non, ce silence veut tout dire, je crois. Voilà. Moi, je dis ça parce que ça fait 2 ans qu'on nous vend des mouvements incroyables de quarterback et tout, mais en vrai, ça bouge pas, les quarterbacks stars. Les mecs savent qu'il n'y en a que 15 qui sont viables, ils vont pas les changer s'ils en ont un. Il y a Nick Foles quand même qui a été échangé, je crois. Ouais. C'est vrai que les vainqueurs du Super Bowl, ça change rarement d'équipe. Les Lions jouaient avec Tim Boyle, ça n'aurait pas probablement changé grand-chose avec Jared Goff. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient suivi le rythme des Seahawks et on peut passer au prochain match. Amon-Ra St. Brown, c'est vrai. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle de l'année. Je ne sais pas, en fait, si je voulais vraiment passer au prochain match, puisque c'est Bears-Giants, 29-3 pour les Bears. Le match de l'enfer, les Giants sont une honte totale. Moins 10 yards à la passe. Alors, j'ai bien dit moins 10.
parce qu'il faut retrancher les sacs perdus, les yards perdus sur les sacs et ça fait moins 10. Donc ça fait du jamais vu depuis Ryan Leaf en 98 avec les Chargers, hein, pour vous situer cette performance négative. Pour les plus jeunes, Leaf, c'est un des buzz donc les plus retentissants de l'histoire, hein, deuxième choix de la draft 98. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien en fait chez les Giants. C'est une honte. Non, je suis le seul à... Alors, je suis même pas capable de parler 5 minutes là. Bah non, là... On l'avait déjà dit, on l'a déjà dit. Quand on a fait notre petit bilan sur Joe Judge, on en avait parlé. Il y a un problème structurel dans cette franchise. Il y a une saison positive, il y a même, enfin, la dernière saison positive, il y en a une par exception sous Ben McAdoo et derrière, il faut remonter au dernier titre qui était déjà acquis avec un bilan de 9-7. Après, il y a une nouvelle dimension quand même. C'est Joe Judge en conférence de presse, il faut le dire. Parce que là, on a basculé dans la dimension Adam Gaze, Matt Rhule, etc. Quand il débarque en conf de presse pour dire « Moi, les joueurs, ils me supplient de rester, ils viennent dans mon bureau. Et ceux qui étaient là l'an dernier, ils m'appellent 2 fois par semaine pour me dire qu'ils aimeraient être là. » et tout. Et genre, franchement, à qui tu mens? Et tu l'as bien relevé, Raphaël. Moi, dans l'interview, à un moment, ça me fait tiquer. Je n'avais pas checké sur le moment. Quand il dit « Ouais, une fois, j'étais dans une équipe qui était à l'agonie et tout le monde disait qu'on allait se faire enterrer et tout. » Et dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, mais il n'était pas aux Patriots avant? Ouais, voilà. Et c'est le cas, donc c'est un gros mytho. Il n'a jamais été dans une équipe enterrée, machin et tout. Oui, parce qu'en plus, il fait référence à la saison 2018, visiblement, où les Patriots, quand ils étaient enterrés, étaient à 7-2, tu vois. Non, mais voilà. Donc, on en a encore perdu un. Et alors, moi, il y a une autre théorie. J'ai vu passer ça, ça m'a fait rire. Alors, c'est une théorie Twitter, mais à un moment, je vois quelqu'un qui dit non, mais en fait, il ne parlait pas aux journalistes. Il parlait à son équipe pendant cette conférence de presse. Donc vraiment, il ne peut pas aller dans le vestiaire et leur parler directement plutôt que de passer pour un gros blaireau devant tout le monde. Ça, c'est une drôle de tactique quand même. Hein. Et puis en plus, alors je ne vais pas mentir, je l'avais rarement entendu parler et il a parlé avec un accent très fort Sud. Voilà. Et alors moi, je me suis dit, bah, c'est quelqu'un du Sud. Mais non, il est de Pennsylvanie. Il n'est pas du tout du Sud. C'est comme, alors, c'est comme si quelqu'un, un entraîneur de football, de soccer ou quoi, venait, quelqu'un de normal, et parlait d'un coup avec l'accent de Marseille. Imaginez ça, d'un coup avec l'accent de Marseille. Voilà, on se demande. Voilà, moi, ça m'a choqué. Je pensais qu'il était du Sud quand j'ai entendu son accent. Je me suis dit, bah, tiens, pas du tout. Mais c'est ça, c'est ce que tu dis. Imagine demain l'entraîneur de, je sais pas, du PSG, genre je sais pas, quand c'était Laurent Blanc ou je sais pas quoi, il arrive et il se met à parler avec un accent de Marseille impossible en conf de presse juste pour faire l'énerver, quoi. C'est un truc de ouf. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai vu la conf, je dis ouais, il parle ouais, avec un accent, quoi. Ok, il est de Pennsylvanie. Donc ouais, c'est vraiment, on a basculé dans la 4e dimension, mais il a l'air particulier, Judge, quand même, depuis le début, hein. On est sur de l'ancien là qui aime bien que ça tape, que ça cravache. Bah, après, il suffit de voir par quel GM il a été choisi. Enfin, voilà, il y a un moment, tout est lié, hein. Voilà. Les Bears, c'était donc avec Andy Dalton, hein, ils mènent 14-0 parce que Mike Glennon perd le ballon 2 fois sur les 6 premiers snaps, hein. Donc si tu veux, a priori en termes de gain de terrain, ça va vite. Un pick 6 en plus. Non mais voilà. A priori, petit cadeau pour les fans de Kaamelott parce que j'ai mis ça dans mon résumé. C'est de la merde, c'est tout. Voilà. C'est de la merde. Non, mais il n'y avait rien d'autre à dire sur ce match. Vivement que ces deux équipes aient des vrais coachs quand même, qu'on parle d'eux d'une manière un peu moins déshonorante la saison prochaine, parce que là, c'était dur. C'était dur. Les tops et les flops de la semaine. Raphaël, ton top. Bah, top, les Bengals, c'est difficile après cette victoire. Le titre de division accroché, difficile de ne pas les avoir en top. Et puis ce duo Burrow-Chase qui, on espère, va nous régaler pendant 10, voire plus d'années. On ne sait plus trop maintenant. Mais non, c'est tellement plaisant à voir. Les deux, en plus, ont une espèce d'arrogance, mais arrogance de mecs sûrs de leur talent et de facilité. Quand Burrow dit bah, il suffit de lancer le ballon et Chase est là, et puis voilà, quoi. Enfin, il y a une espèce de truc en plus, je trouve, qui ramène. Alors, tout le monde n'aime pas ce genre de joueur, mais je trouve qu'il ramène un certain swag à Cincinnati. Mais j'allais utiliser le mot. Et je trouve ça toujours plaisant quand il y a une équipe qui est une franchise pas forcément hyper sexy et qui se retrouve avec des joueurs qui amènent ça. C'est ce qu'on veut en tant que fan. Donc, voilà. Totalement d'accord. Lucas.
Je vais faire un grand écart générationnel. Moi, ça sera Tom Brady parce qu'en fait, avec tout ce qui s'est passé avec Antonio Brown, on a presque oublié qu'il livre un drive de la gagne incroyable. Alors, comme il a l'habitude de le faire, on estime que c'est normal aussi. Mais il parcourt quand même 90 yards. Et puis, à regarder le drive, c'est incroyable de sérénité. Il n'y a aucun spike dans ce drive, alors que nombre de quarterbacks et même des expérimentés auraient géré ça de manière très difficile. Il n'y a pas de temps mort. Il y a une super passe à la fin. Il y a une gestion parfaite. On sent qu'il est en totale maîtrise, qu'il est déjà passé par là et qu'il le fait de manière magnifique. C'est toujours très sympa à voir. Et quand on voit Ben Roethlisberger partir à la retraite, on se dit que Brady, ça sera dans pas longtemps, d'ici 10-15 ans. Donc, il faut profiter de ce genre de moment. C'était un très, très beau drive. Je suis désolé, je pouffe parce que quand tu parles de Spike, je repense tout de suite à Trevor Lawrence qui spike sur 3e tentative la semaine dernière. Voilà, Dans par une exemple. fin de match, le pauvre, le pauvre. Après, ouais, Brady, il partira jamais, mais Roethlisberger, moi, je rêve, tu sais, d'un Aaron Rodgers qui soulève le trophée et qui dit maintenant, je me casse. Et, Il est capable. avec un peu de panache, tu vois. Bon, moi, mon top, ce sera mon gars Hunter Renfrow, que j'aime beaucoup, mais parce que j'ai une photo souvenir avec Hunter Renfrow dans le vestiaire des Raiders. Quelqu'un a pris une photo pendant que je l'interviewais. Et comme c'est un des rares joueurs en NFL que je domine physiquement, à chaque fois, je suis trop content quand je le vois performer. Parce que je me dominer physiquement d'une certaine manière. Par la taille, quoi. Mais ouais, mais parce que je lui mets quasiment 10 cm, je crois, sur la photo. J'ai l'air immense à côté de lui, tu vois. Et comme en plus, il est en t-shirt et que moi, je suis en trench avec une grosse écharpe et tout, j'ai même l'air tanké, si tu veux, par rapport à lui. Donc franchement, très, très sympa d'ailleurs, hein, je dis ça en plus, très sympa. Mais c'est vrai que sur la photo, tu vois, on a l'impression que je parle à mon petit frère. Et je trouve ça plutôt cool. Ça ne me l'a pas fait souvent avec des joueurs NFL ou NBA, je peux te le dire. Tu m'étonnes. Donc, quand je le vois performer, à chaque fois, ça m'enchante. Je le trouve. Et puis, encore une fois, il était charmant. Donc, ça me fait plaisir à chaque fois que je le vois performer. Raphaël, ton flop? Mon flop, alors j'ai l'impression que c'est probablement le même que Lucas, mais difficile de ne pas dire Cleveland, vu la fin de saison, vu comment tout est parti en cacahuète. Alors, oui, il y a eu beaucoup de blessures. Il y a une saison qui a été tronquée par les blessures. C'est difficilement indéniable. Il y a eu ce match où ils ont une quinzaine de joueurs en Covid qui leur coûte cher aussi. Mais sur les 3 dernières semaines, quand tu regardes le match face aux Raiders, le match face aux Packers et là, le match face aux Steelers, ils se plantent eux-mêmes, en fait. C'est 3 matchs qui étaient totalement à leur portée, malgré les scénarios du match, malgré les pertes de balles de Mayfield. C'est des matchs qu'ils auraient dû arracher et qu'ils ne prennent pas, notamment, à mon avis, à cause d'un mauvais Kevin Stefanski qui se loupe complètement en termes de coaching sur ces 3 matchs. Et c'est d'autant plus dommage après une saison où il renvoie Cleveland en playoff, où il y a une bonne free agency, où il y a une draft qui paraît cohérente, de tomber dans ce travers-là. Là, sur ce match, il a un tacle droit rookie qui laisse tout seul face à TJ Watt. Il lui apporte pas d'aide de tight end, il prend pas de formation où il peut l'aider. Non, il le laisse tout seul. Il y a 4 courses pour Nick Chubb en première mi-temps. Ouais, je sais pas. Fin de mois catastrophique, comme tu disais, vivement les vacances et que tout le monde prenne un peu de recul sur ça, quoi. Peut-être Stefanski, il avait du pognon sur TJ Watt qui bat le record de Michael Strahan. Il s'est dit, je vais accélérer le process. Lucas? Ouais, du coup, sans surprise, c'était Cleveland. Raphaël vient de le torpiller. Du coup, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je vais me permettre d'en faire un autre, du coup, parce que j'en avais un qui m'est revenu. C'est Carson Wentz qui, et sans rentrer dans le débat de il faut se vacciner ou pas, on n'est pas là pour ça. Mais Carson Wentz qui fait un match qui est complètement à la rue et qui a semblé même physiquement emprunté et qui dit en fin de match, il ne voit pas trop le rapport entre le fait d'avoir été contaminé par le Covid et le fait de faire un match où il est physiquement en difficulté. Voilà, donc c'est pas du tout une histoire de vaccin ou pas, c'est juste une histoire d'honnêteté. Il pouvait au moins être honnête. En tout cas, tout le monde l'a vu. Peut-être que lui, il n'a pas ressenti comme ça, mais moi, ça m'a paru bizarre. Moi, je vais finir avec un flop. Je me demande si ce ne serait pas un petit top pour Raphaël. Tu vas me dire. Je sais que je vais toucher une corde sensible. Cette semaine, j'ai été impressionné. Franchement, c'est un top, mais ça m'a fait rire. C'est un flop, mais ça m'a fait rire. C'est juste que je voulais en parler. La NFL avec un hommage d'anthologie à la Pravda. Est-ce que vous avez essayé de chercher une photo d'Antonio Brown qui pète un plomb? Figurez-vous qu'il n'y en a absolument aucune sur le flux officiel de la Associated Press du match et qu'il n'y a absolument aucune trace de l'incident sur le compte Twitter officiel de la NFL. Et en fait, j'imagine vraiment des mecs à la NFL en train de découper des photos d'Antonio Brown comme ça et de faire des montages genre « il a disparu, il n'existe plus, nous ne lui avons jamais donné de deuxième chance ». Et je vous jure, j'étais halluciné. Il y a un site, il y a un truc de la Associated Press avec des photos par match, etc. Il y a 0 photo de la sortie de Brown, il y a 0 photo du moment où il enlève son maillot, quoi que ce soit, rien. Il est juste en jeu.
Il y a une photo de lui en jeu sur le terrain à un moment, mais il n'y a pas de photo. Donc, j'avais l'impression d'être dans la 4e dimension. À un moment, je faisais des recherches, je me disais, mais cet incident n'a pas existé. Genre, il n'est pas sur le Twitter officiel, il n'est pas sur les photos, il n'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, je trouve que pour une société qui brasse des milliards par an, cet hommage à la Pravda et aux méthodes communistes, enfin aux méthodes staliniennes en tout cas, était assez impressionnant. Après, la NFL a toujours été, d'une manière étrange, un peu liée au communisme. Plafond salarial, même argent pour tout le monde, les moins bons qui draftent en premier. Il y a une petite vibe socialiste. Tu veux dire qu'il y a une certaine cohérence du coup dans la politique de communication? Voilà, ouais. Il y a une petite vibe socialiste. Après, Fallait aller chercher ce livre. Le camarade Goodell a été efficace en tout cas avec la propagande cette semaine. Voilà. Pour Antonio Brown, en tout cas, il vit sa meilleure vie parce que dès le lendemain, il était courtside, bord parquet, Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets. Ouais, honnête, Après, les gars, sincèrement, est-ce qu'on n'a pas tous une part de jalousie autour d'Antonio Brown qui peut se permettre de quitter son taf comme ça en plein milieu et de se dire qu'il a ce qu'il faut derrière pour continuer à vivre? Moi, je vais te dire, tous un peu jaloux de ça, tu vois. Moi, je vais te dire, j'étais à 2 doigts de ce moment ce matin quand j'étais en train d'essayer de configurer mon ordinateur pour enregistrer une vidéo, que le truc a bugué, que ça a merdé dans tous les sens et que ensuite on m'a expliqué qu'il fallait que j'achète un nouveau PC pour OBS, pour le live Twitch, machin, etc. Franchement, j'étais à 2 doigts de faire ce qu'a fait Antonio Brown. Pour ma part, je pourrais le faire, mais moi, je suis jaloux parce qu'il l'a fait torse nu et ça, je ne pourrais pas le faire. Parce que le mec, il est parti torse nu et ça, c'est quand même incroyable. Il y en a peu qui sont capables de faire ça. Mais tu sais que je me suis fait la remarque en le regardant, je me suis dit, il ne fait pas chaud à New York quand même à ce moment de l'année. Parce qu'il aurait été à Tampa sur un match du mois de septembre. Tu dis, bon, ça passe. Non, mais tu vois. Moi, je te jure, quand ça rentre dans la technique, je peux le comprendre. Tu vois, dans mon métier à moi, c'est un peu le même aspect. Ça rentre dans la technique, les ordi et tout. Je suis à 2 doigts de faire pareil. Bon, en tout cas, c'était l'épisode numéro 471 du podcast Jean Actu. Merci à vous de nous avoir écoutés. Cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi les maillots NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe. On remercie tous ceux qui nous écoutent. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je suis désolé, j'ai oublié de prendre la liste aujourd'hui. Je ferai donc double dose la semaine prochaine. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, et vous avez été nombreux en plus sur Tipeee cette semaine. Il y en a eu plein parce qu'il y a les nouveaux sous-verts. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Les nouveaux sous-verts des playoffs qui sont très très jolis, je vous les recommande. Pour nous suivre donc sur les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @JeanActu en entier, twitch.tv/TDActu si vous voulez voir le fauteuil. Justement, je parlais de mes problèmes d'ordinateur. C'est pour vous, c'est pour Twitch que je fais ça. Pour les réseaux sociaux personnels, @Elvola pour Lucas, @Raphaël_TDA pour Raphaël et @Alain Mattei pour moi-même. Toute l'actu de la NFL, donc vous le savez, vous nous retrouvez sur tdactu.com. On se retrouve jeudi pour la preview de la semaine avec tous les scénarios playoffs et tout ça. Donc, ne ratez pas ça. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup, Raphaël. À très bientôt. Bonne année à tous. Bonne année, ouais. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto. Les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Trocage Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.